Silorio Messerini, soutiene Retina Forso. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Depuis plusieurs milliers d'années, les pyramides nous contemplent. Napoléon même fut fasciné par ces constructions comme nous le sommes encore. Quel secret recèlent ces tombeaux des pharaons? Étaient-ce vraiment des tombeaux? Étaient-ce des lieux de culte ou encore peut-être des lieux d'initiation? Comment ont-elles été construites? Les Égyptiens possédaient-ils un savoir particulier? Des chambres secrètes restent-elles encore à découvrir? La forme pyramidale en elle-même a-t-elle des vertus spéciales? Beaucoup de questions restent sans réponse. C'est pourquoi ce soir, nous allons ouvrir le dossier de l'énigme des pyramides. Pour commencer, nous en parlerons avec l'égyptologue romancier Christian Jacques, qui a fait du pays du Nil sa seconde patrie. Il sera avec nous durant cette première heure. Je recevrai également à partir de 23h Joël Berthaud, auteur d'un livre intitulé « La pyramide reconstituée », c'est paru aux éditions Uniques. Il a émis une hypothèse aussi audacieuse qu'intéressante. Les Égyptiens étaient capables, selon lui, de mouler les pierres, ce qui leur a permis de construire des édifices aussi gigantesques que la grande pyramide de Gizeh. Il sera avec nous tout à l'heure pour nous expliquer son point de vue et répondre, bien sûr, à toutes vos questions. Vous le savez, cette émission est la vôtre. Vous pouvez intervenir quand vous le voulez par deux moyens. Par SMS, pour commencer, vous tapez le mot « Sud », un espace, puis votre message ou votre question, et vous envoyez le tout au 71 200. Enfin, vous pouvez nous appeler au téléphone au 0826 300 300 pour poser des questions à nos invités ou nous faire part de vos réflexions. Avant de passer aux pyramides, un petit aperçu de l'émission de demain dimanche. Nous ouvrirons un dossier d'actualité, l'évangile de Judas, qui vient d'être retrouvé et traduit. Attendez-vous à des révélations étonnantes. Autour de cette table, je recevrai les acteurs de cette affaire étonnante, les présidents de la fondation suisse qui a racheté l'Évangile et qui l'a fait traduire, le tout pour la coquette somme de 3 millions de dollars. Je recevrai le rédacteur en chef du magazine National Geographic, qui est partenaire de la fondation et qui a fait faire des études de datation du manuscrit. Et enfin, je recevrai le spécialiste de la naissance du christianisme, le romancier et éditorialiste Jacques Duquesne, qui a écrit plusieurs livres sur la vie de Jésus-Christ. Car évidemment, nous nous poserons la question de la vraie vie du Christ. Et là encore, Jacques Duquesne nous apportera quelques éclairages et nous fera quelques révélations. Mais pour l'heure, place aux pyramides et à leurs secrets avec Christian Jacques. Christian Jacques, bonsoir. Bonsoir. L'Égypte est votre domaine de prédilection, c'est votre passion, même si actuellement vous vous êtes un petit peu éloigné, mais juste un petit peu en publiant une biographie de Mozart à travers son parcours maçonnique lié aux mystères égyptiens. Et là, la boucle est bouclée. C'est aux éditions XO. Je rappelle que 3 tomes sont sortis, Le Grand Magicien, Le Fils de la Lumière et Le Frère du Feu. Le 4e tome devrait sortir quand ? Début mai. Première semaine de mai. Très bien. Alors, parlons avec vous ce soir de votre première passion, de votre seconde patrie, l'Égypte, et de la pyramide et des pyramides. Alors, la question, la première qui m'est venue à l'esprit, c'est parlons de cette forme pyramidale pour commencer. De quelle époque date la pyramide la plus ancienne, si on le sait, en Égypte ? Alors oui, ça on le sait avec précision, et la première de toutes les pyramides, celle qu'on peut appeler vraiment la mère pyramide, c'est la pyramide de Djeser et d'Imhotep à Saqqara. Ouais. Alors nous sommes donc c'est la 3e dynastie, hein, c'est vraiment
Il y a eu avant des dynasties qui ont fondé l'Égypte, qui ont réuni la Haute et la Basse Égypte, le delta, la vallée du Nil, mais vraiment l'Égypte prend complètement son envol, si je puis dire, avec cette troisième dynastie. Alors vous savez, les dates, c'est un énorme problème pour les égyptologues parce que on n'arrive pas vraiment à dater avec précision, mais disons qu'on est vers 2700 à peu près avant Jésus-Christ, hein, grosso modo. Ouais. Voilà, à quelques centaines d'années près, disons. Mhm. Et là, il se produit un événement alors tout à fait extraordinaire qui reste encore un peu inexpliqué, il faut bien le dire, mais enfin apparaît vraiment un génie qui s'appelle Imhotep. Alors son nom en égyptien se lit I-M-Hotep, c'est-à-dire celui qui vient en paix, celui qui vient en plénitude. Le Hotep en égyptien, c'est la sérénité, c'est l'accomplissement. Et alors, cela est tout à fait extraordinaire parce qu'il est astrologue, il est magicien, il est alchimiste, il est grand prêtre d'Héliopolis, c'est-à-dire celui qui connaît tous les secrets du soleil et de la lumière, et il va véritablement inventer l'architecture en pierre. Jusque-là, il y a des tombes royales, il y a déjà les hiéroglyphes, il y a déjà toutes les fêtes qui sont célébrées, il y a tous les systèmes rituels sont à peu près connus, mais on n'avait pas encore édifié un monument de cette taille-là. Et alors, je crois qu'il faut vraiment abandonner une vieille hypothèse qu'on lit encore, je dirais, dans 90% des manuels, qui est que Imhotep a construit, vous savez, une sorte de mastaba, c'est-à-dire une banquette. Hein, c'est le mot arabe qui veut dire banquette. Puis après, il s'est dit, tiens, c'est pas assez grand, je vais en mettre une deuxième par-dessus. Et puis alors, ayant sans doute moins bu la veille, il s'est dit, tiens, je vais en mettre encore une troisième. Enfin, je veux dire, c'est complètement idiot. Je suis désolé, mais on lit ça à peu près partout, et ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, vraiment, quand on étudie ça avec grande précision, on s'aperçoit qu'il y a une conception d'ensemble, bien sûr, dès le départ. Et cette idée de la première pyramide, donc en pierre, c'est l'idée que il y a un escalier qui mène en quelque sorte de terre vers le ciel et du ciel vers la terre. On a d'ailleurs tous les mots égyptiens qui décrivent ça. Et donc la fonction de cette première pyramide, extraordinairement complexe, hein, puisque elle est au centre d'un domaine funéraire de plusieurs hectares, avec un tombeau du sud, un tombeau du nord, une grande cour qui permet les rites de régénération du roi. Donc quand vous êtes dans la cour de Saqqara face à cette pyramide, il se passe quelque chose d'absolument hallucinant, quoi. Vous avez vraiment l'impression que tout à coup ciel et terre sont reliés, que l'arme du pharaon peut monter, peut descendre, ça va dans les deux sens. Donc voilà, ça c'est vraiment la mère pyramide, c'est la première de toutes, et au fond elle ne sera jamais abandonnée parce que après on va aller vers des pyramides dites lisses, c'est-à-dire qu'on ne voit plus ces degrés, mais ces degrés sont toujours à l'intérieur. Oui, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'on a la maquette grandeur nature de ce qui va devenir ensuite toute l'aventure des grandes pyramides de la 4e dynastie. Oui, qui arriveront grosso modo 100 ans après, hein. Oui, grosso modo, puisque effectivement la 4e dynastie qui va commencer avec le plus grand bâtisseur de pyramides qui est Snéfrou. Alors Snéfrou, c'est un roi qui est pas très connu, hein. Effectivement, c'est pas une grande vedette du grand public, parce que pour une raison finalement extrêmement simple, parce que il a bâti. D'abord, c'est le plus grand bâtisseur, c'est beaucoup plus important que Khéops, que Képhren en ce qui concerne le volume de pierres taillées, puisque en fait, il a construit 2 gigantesques pyramides à Dachour. Et pourquoi il est moins connu? Bien parce que Dachour a été classé en zone militaire pendant près de 80 ans. Le site a été ouvert il y a juste quelques années, et on ne peut encore visiter qu'une des 2 pyramides. Et il en aurait probablement terminé ou même construit une 3e sur encore un autre site. Et alors ces pyramides-là sont quand même grosso modo de la taille de Khéops et Képhren. Je sais pas si vous voulez. Bon mais c'est considérable, c'est colossal. Et alors c'est passionnant parce que le Snéfrou en égyptien, on va faire un tout petit peu d'hiéroglyphe, mais vraiment simplement. Hein. Allons-y. C'est un mot qui est composé de la racine Néfer, qui veut dire beau, parfait, accomplissement, et de la lettre S, qui est ce qu'on appelle en langage de cuistre grammairien un causatif, c'est-à-dire on pourrait traduire le nom de Snéfrou par ce qui rend parfait, ce qui rend accompli. Et quand on voit effectivement l'œuvre architecturale de ce pharaon, c'est absolument hallucinant. D'autre part, dans son nom, il y a un jeu de mots avec le mot Sen. Sen-Néfrou. Et le mot Sen, ça veut dire 2. Or, il a construit, alors ça on en est sûr, au moins 2 pyramides, et l'une des 2 pyramides est à double pente.
Alors là aussi, c'est tout à fait amusant parce qu'on lit dans certains ouvrages d'égyptologie, il y a le maître d'œuvre qui a construit la pyramide à double pente. Bon. C'est quoi une pyramide à double pente? Alors, eh bien, justement parce qu'il a voulu magnifier ce qui était la dualité créatrice. Oui. Au moment, alors là, on revient au vieux texte égyptien, quand le principe s'est manifesté, il est devenu le 2. Oui. Bon, il est devenu Chou et Tefnout en égyptien, c'est-à-dire Chou, le dieu de l'air lumineux, et Tefnout, la déesse du feu. Ouais. Et c'est ces deux entités qui font naître la création. Alors, ce qui se passe en Égypte toujours, c'est qu'à l'époque de l'Ancien Empire, on vous le matérialise. On ne se contente pas de vous faire des traités de théologie, on vous l'écrit en pierre. D'accord. Donc, on fait une gigantesque pyramide à double pente, avec une double entrée, avec 2 caveaux, avec 2 chambres funéraires, donc vous voyez qu'il y a une symbolisation très forte. De la dualité, oui. De la dualité. Et là, évidemment, on peut là aussi éliminer ce qu'on lit dans beaucoup de traités, à savoir que le malheureux architecte a commencé sa pyramide, puis il s'est dit, crénon de crénon. Voilà que j'ai raté ma pente, donc je vais faire une pente plus courte, comme ça, la pyramide tombera pas. Je veux dire, là, on tombe un petit peu effectivement, on se demande parfois ce qui se passe. Bon. Donc, il faut regarder ces monuments avec l'œil, évidemment, du maître d'œuvre égyptien. Et donc, ce Snéfrou a construit ces 2 pyramides admirables. Enfin, quand on va sur le site de d'Achour, on est subjugué, complètement subjugué. Et c'est après toutes ces pyramides-là, ouais. que va venir, évidemment, la grande vedette, la pyramide de Khéops. Elle a un végétariat tout à fait justifié en ce sens que aucune pyramide ne ressemble à une autre. Chacune a sa proportion, chacune a sa coudée royale, qui est de 52 cm, je dirais de façon générale. Ouais, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on prend toujours la coudée également du roi régnant. C'est lui qui donne la mesure. Donc forcément, ça fluctue, quoi. Oui. Donc ça fluctue. Et puis chacune, parce qu'en Égypte, on répète jamais rien dans l'ordre créatif. C'est pas une civilisation de duplication et d'imitation. On recrée toujours. Donc chaque pharaon, en fait, a une création tout à fait originale. Et on peut prendre chaque pyramide par rapport au roi et voir sa signification. Oui. Donc revenons à Imhotep qui a créé la première pyramide à degrés. C'était donc un escalier qui monte. Là, c'est clair, on le voit très bien, il n'y a pas de problème. Voilà, qui est à Saqqara. C'est donc le principe même de base de la pyramide, c'est l'escalier qui monte vers le ciel et le ciel qui descend vers la terre, c'est ça? C'est exactement ça. Et alors, ce qu'ils vont vouloir après, en quelque sorte, encore plus incarner, c'est l'idée de la lumière. C'est-à-dire que la pyramide est assimilée à un rayon de lumière pétrifié. C'est une lumière qui ne passe plus, qui est en quelque sorte éternelle. Oui. Je vais prendre une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est un laser métaphysique, si vous voulez. C'est un laser céleste. Et alors, il faut se rendre compte d'une chose. On ne peut plus le voir aujourd'hui, mais on peut quand même assez bien l'imaginer. Le plateau de Gizeh que tout le monde connaît, donc avec les 3 fameuses pyramides, Khéops, Khéphren et Mykérinos. Voilà. Oui. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que lorsqu'elles ont été terminées, elles étaient entièrement revêtues de calcaire blanc, de calcaire de Toura, donc il reste toute petite partie de revêtement sur celle de Khéphren vers le haut, on le voit encore. Alors tout ça a été arraché après, dans beaucoup au Moyen-Âge d'ailleurs, parce qu'on a construit des maisons pratiquement la moitié du Caire médiéval a été construit avec grâce aux pyramides. Oui, grâce aux pyramides, et malheureusement avec ce revêtement de calcaire. Ouais. Donc, ce qu'il faut penser, c'est que pour les Égyptiens, la création, c'est en quelque sorte une butte primordiale qui, de 1 devient 2 et devient 3, et vous avez donc 3 pyramides à Gizeh, et qui sort de l'océan primordial. Or, aujourd'hui, ce qui n'existe plus, hélas, c'est l'inondation du Nil. À cause de cet épouvantable barrage d'Assouan, il n'y a plus d'inondation. Mais à l'époque, lorsque le Nil montait, il montait jusqu'au bas du plateau des pyramides. Vous aviez donc une grande surface d'eau, et semblant jaillir de cette surface d'eau, vous aviez les 3 pyramides du plateau de Gizeh, qui, lorsque le soleil était au zénith, vous ne voyiez pratiquement rien, parce que vous imaginez le soleil éclairant ces trois pyramides, et blanche, avec le calcaire blanc, vous aviez le flash du début de la création. Ça devait être somptueux comme vision. C'était extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils avaient recréé à une échelle monumentale leur conception de la création du monde et de l'origine de la vie.
Il y a peu de civilisations qui ont fait des choses de ce genre. Ah oui, ça laisse totalement pantois. C'est vrai. Voilà. Mais, et c'est peu connu. Mais ces pyramides, bon, parlons par exemple des 3 pyramides les plus célèbres, hein, sur le plateau de Gizeh, Khéphren, Khéops et Mykérinos. Vous venez de nous les décrire tels que l'Égyptien contemporain de ces pyramides les voyait régulièrement. Alors, question, est-ce qu'il s'agit de tombeaux ou de lieux de culte ou les deux, mon colonel? Ah, alors il s'agit de ça et de plus encore. C'est-à-dire dire aujourd'hui que la pyramide n'est qu'un tombeau, c'est se moquer du monde. C'est se moquer du monde parce que je parlais tout à l'heure de Snéfrou. Oui. Snéfrou a construit, alors certainement 2 et probablement 3 pyramides, jusqu'à preuve du contraire, il n'avait pas 3 corps. Hein, oui. Bon, Oui. donc il peut pas se faire enterrer 3 fois. Donc il y a un problème quand même, parce que à supposer qu'il soit enterré même dans l'une des 3, ce qui n'est même pas sûr, les 2 autres, elles servent à quoi alors? Oui. Bon. Oui. Autre chose très importante, on a découvert à Saqqara une pyramide qui est, disons, très proche de l'époque de Djéser, et là, il y a eu un moment tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire que pour la première fois, un archéologue égyptien qui s'appelait Zekaria Gonaim est rentré dans une chambre funéraire de pyramide, et qu'est-ce qu'il a trouvé dans cette chambre funéraire? Un sarcophage intact. Vous imaginez? Intact. Oui. Oui. Donc, ça, à l'époque, ça a été quelque chose d'absolument fou, parce qu'on s'est dit, on va avoir la première momie de pharaon de l'Ancien Empire dans son sarcophage. Oui. Donc, alors, il a ouvert ce sarcophage, qui n'avait jamais été ouvert, hein, qui n'avait pas été pillé. Oui. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Rien. Il n'y avait pas de corps. Vide. Vide. Le sarcophage était vide. Alors, ça laisse quand même beaucoup de problèmes et ça pose beaucoup d'interrogations. Alors, on peut quand même y répondre en partie aujourd'hui. Donc, une chose est sûre, il ne s'agit pas de tombeau, point. Alors, au sens moderne du mot, sûrement pas. D'accord. Et je ne peux pas absolument vous prouver, parce que j'en ai aucune preuve, qu'on n'a jamais déposé le corps d'un pharaon dans une pyramide. Oui. Puisqu'on n'en a jamais retrouvé. Oui. Alors, peut-être. Je ne dis pas que, par exemple, quand vous avez à la pyramide de Khéops 3 étages, est-ce qu'à un des étages, on a, par exemple... Mais alors, le corps qu'on a, de toute façon, le corps qu'on va déposer dans une pyramide, à supposer que ça a été le cas, n'est absolument pas ce que nous appelons un cadavre ou une dépouille mortelle. Alors ça, on le sait quand même très bien par les mastabas, par d'autres systèmes. C'est-à-dire que quand vous avez ce que nous appelons une tombe, et ce que les Égyptiens appellent une demeure de résurrection, ce qui est quand même sensiblement différent, vous avez une partie vraiment mortuaire, c'est-à-dire un caveau, où on met vraiment le corps, mais ça c'est bouché, c'est inaccessible. En revanche, l'autre partie, la chapelle des vivants, là où on rend un culte, et on rendait un culte à la pyramide, il s'agit beaucoup plus de ce qu'on pourrait appeler un tanneur alchimique, d'une demeure de transformation en lumière. Et si on a déposé quelque chose, c'est un corps osirien. Le symbolisme du corps, quoi. Mais voilà. Ce qui symbolise le corps. Disons un corps qui n'est plus un corps mortel, parce que quand vous êtes transformé en Osiris, on vous enlève le cerveau, on vous enlève les viscères, on met sur vous des amulettes, on vous croise les bras d'une certaine manière, on fait un certain nombre de rituels. Donc, c'est même plus monsieur le pharaon Dupont qui est enterré. C'est un être qui porte un nom symbolique, qui devient un être de lumière, et il devient un Osiris. Et alors là, on a quand même une preuve très très puissante de ça, c'est que dans des textes, alors qui sont quasiment mon livre de chevet, parce que j'ai fait toute ma thèse là-dessus, et pour moi c'est fondamental, qui sont les textes des pyramides, il y a une phrase très importante qu'on cite rarement. Qu'est-ce que la pyramide, disent les anciens Égyptiens? La réponse, la pyramide, c'est Osiris. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le pharaon est, j'allais dire inhumé, le mot n'est pas exact, et mis à l'intérieur même d'Osiris. C'est-à-dire qu'il devient, un alchimiste dirait, il devient la pierre philosophale, quoi. Il devient la matière première de l'œuvre, qui va être sans arrêt transmutée. D'où la nécessité, alors ça on le connaît très bien, du culte rendu à l'âme de la pyramide. Et quand vous voyez une pyramide, il faut toujours penser que ça n'est pas un monument isolé. C'est-à-dire que vous aviez un débarcadère avec un temple d'accueil, de purification, etc. Une grande chaussée avec des centaines de reliefs qui évoquaient les rituels, etc. Et puis accolé en général à l'est, sur la face est de la pyramide, vous aviez un temple plus ou moins important,
il peut être petit, il peut être immense. La plupart malheureusement ont été bien sauvagement détruits. Et là, tous les jours, il y avait un rite qui était fait par un prêtre dit du Ka. Et d'ailleurs, la pyramide portait un nom. Donc elle était animée, c'était un être vivant, Oui. et dans cet être vivant, une vie éternelle se produisait, comme nos centrales atomiques produisent de l'électricité, eux ils produisaient de l'esprit. Voilà, ça a beaucoup changé depuis. Mais dites-moi, Christian Jacques, vous avez répondu à ma question. Est-ce qu'il s'agissait de tombeaux? On a la réponse. De lieux de culte en partie, mais je serais tenté de vous poser à ce moment-là la question qui me vient à l'esprit après ce que vous avez dit. Est-ce que ces pyramides servaient de lieu d'initiation alors? Alors, sur ce point, c'est difficile à dire par rapport à telle ou telle pyramide. D'abord, en principe, je dirais que les pyramides, une fois que le rite, le grand rite de passage de l'âme royale vers les étoiles, vers le cosmos, vers la résurrection avait été accompli, on fermait la pyramide. Ah oui, c'était fini, donc elle était inaccessible, terminée. Oui, oui et non. C'est-à-dire que quand vous allez par exemple visiter la pyramide de Khéops, vous voyez tous les dispositifs de fermeture sont là, mais ils n'ont pas été mis en place. Et dans la plupart des cas, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on la ferme symboliquement, mais bien entendu, on y retournait. Soit pour des travaux éventuellement de réfection, soit pour des travaux de ritualisation. Donc, on est à peu près certain quand même aujourd'hui. Et alors, par exemple, pour la pyramide d'Ounas, qui est une petite pyramide, mais enfin c'est déjà pas mal comme petite pyramide, il y a des textes à l'intérieur, parce que ça c'est peut-être une chose dont on n'a pas encore parlé, mais c'est que jusqu'à l'époque d'Ounas, c'est-à-dire jusqu'à la 6e dynastie, donc vers la fin de l'Ancien Empire, il n'y a pas de texte dans les pyramides. Les pyramides sont en elles-mêmes les textes d'une certaine manière, puisque le mot pyramide qui se dit en égyptien mère est tout à fait étonnant. C'est une racine tout à fait étonnante puisque elle signifie l'amour. Elle signifie le canal par lequel passe l'énergie. Et là c'est la définition même de la pyramide. Et puis après, à partir de cette 6e dynastie, on va graver à l'intérieur de la pyramide toute une série de textes. Évidemment, ces textes sont beaucoup plus anciens, ils étaient déjà connus à l'époque de Khéops, etc. Mais pour une raison qui nous est inconnue, un roi a pris la décision d'enregistrer en quelque sorte tous les rituels qui s'effectuaient à l'intérieur de la pyramide. Donc on les connaît. Les initiations qui ont été faites dans ces pyramides, et il y en a probablement eu, dès l'Ancien Empire et puis en tout cas certainement après, eh bien, c'est même pas la peine d'imaginer quelque chose, nous avons les textes. Et alors, de A à Z. Ils initiaient qui? Pourquoi faire? Alors, ce qu'il faut initier, c'est toujours le successeur du roi. D'accord. Ça, c'est absolument capital. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui succède à cet être qui maintenant n'est plus de chair, mais qui est un être d'étoiles, de feu, de lumière, etc. Et il faut que quelqu'un célèbre les rites pour que cette étoile ne s'éteigne pas. Et que le cas du roi c'est l'âme, c'est l'âme. On pourrait presque dire la puissance créatrice. Mettons un mot un peu plus vague, mais c'est ce qui fait en quelque sorte que l'harmonie puisse régner sur terre, que le ciel ne tombe pas sur la terre, comme auraient dit les Gaulois, que tout se délite pas, qu'il y ait une harmonie tant spirituelle que sociale. Il faut donc animer ce cas royal. Il faut donc que quelqu'un soit en contact avec ce cas royal et qu'il soit initié à la pratique de ce cas royal. Et voilà ce que nous racontent les textes. Mais alors, les pharaons étaient capables de quoi? Je veux dire, est-ce qu'on leur apprenait des rituels magiques? Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? C'est très étonnant comme ritueli dans ces pyramides. Ah, mais c'est tout à fait extraordinaire. Là-dessus, j'ai écrit un livre qui est maintenant en livre de poche, qui est un peu un résumé de beaucoup d'années de recherche, parce que ce sont des textes extrêmement peu connus. J'ai appelé ce bouquin La tradition primordiale de l'Égypte ancienne d'après les textes des pyramides, et j'en donne tout à fait le contenu, parce que vous savez, le métier de pharaon, c'était pas un boulot facile. C'est pas seulement un chef politique, c'est pas seulement un chef d'État, c'est pas seulement un patron de l'économie, c'est surtout quelqu'un qui est un passeur entre l'au-delà et l'ici-bas. C'est ça le pharaon. Donc on pourrait presque dire que le pharaon est en lui-même l'incarnation vivante de la pyramide.
il est l'aspect humain de la pyramide. Ah oui, tout à fait, d'accord. Voilà, il faut bien que quelqu'un s'y colle en quelque sorte. Bon, alors le pauvre sur lequel ça tombait, on a des descriptions hallucinantes dans les mauvais films de ce despote stupide entouré de femmes et buvant du vin toute la journée. C'était pas du tout ça la vie d'un pharaon, hein, mais alors pas du tout. Alors, on a des textes là-dessus, et c'est quelqu'un qui à l'aube justement va déjà, par exemple, animer la pyramide de son successeur, qui a un boulot. C'est le premier ritualiste du pays, il faut jamais l'oublier. Ouais. Au fond, en Égypte, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de religion. Il y a un ritualiste qui sans arrêt refait le nœud magique entre les dieux et les hommes. Voilà, c'est ça son travail. D'où l'importance énorme qu'avait le pharaon. D'accord. Ah bah c'est la clé de voûte, c'est la clé de voûte. C'est ça. Et vous savez que c'est pratiquement le plus ancien système, j'allais dire entre guillemets politique, parce que le mot ne correspond pas très bien, mais de l'humanité. Ça a duré 4000 ans. Et ce système était tellement fort que les envahisseurs, comme les Perses, comme les Grecs, comme Alexandre le Grand, se sont fait couronner pharaon parce qu'ils ont pas trouvé mieux. Et de toute façon, le peuple égyptien n'aurait pas pu accepter que même un dirigeant qui était à ce moment-là évidemment bien profane n'ait pas au moins été une dame d'initiation à ces rites-là. D'accord. Christian Jacques, juste une pause et on se retrouve dans quelques minutes pour continuer à parler de ces pyramides et des secrets qu'elles recèlent sûrement encore. À tout de suite. À tout de suite. Vous le savez, vous pouvez réagir par SMS, vous nous envoyez vos réactions, vos questions, vous tapez le mot Sud, un espace, ensuite votre question, votre réaction, et vous envoyez le tout au 71 200. Nous allons retrouver dans quelques minutes Christian Jacques pour continuer cette conversation passionnante avec lui. Et ensuite, à 23h, Joël Berthaud, un autre spécialiste des pyramides, viendra nous rejoindre pour nous apporter son hypothèse concernant les connaissances colossales qu'avait, et maintenant on s'en rend compte, ce peuple égyptien. Je m'attendais pas à ça, Patrick Bruel sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Ce soir jusqu'à minuit, nous parlons du secret des pyramides avec un spécialiste extraordinaire. Vous l'avez entendu durant cette première demi-heure. Il est avec nous pour la seconde demi-heure. Je veux parler de Christian Jacques. Nous parlons dans Les Aventuriers de l'étrange avec notre invité Christian Jacques, égyptologue et romancier des pyramides. Nous avons évoqué la première pyramide, celle qui fut conçue et construite par Imhotep, l'architecte. C'est la pyramide à degrés de Saqqara. Et ensuite, nous avons évoqué évidemment celle de Khéops, de Khéphren, de Mykérinos. Christian Jacques, qui est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'Égypte, les trois qui sont actuellement en vente aux éditions IXO, c'est La vie de Mozart, Le grand magicien, Le fils de la lumière et Le frère de feu. On est encore dans le monde égyptien à travers les rituels maçonniques inspirés des mystères égyptiens auxquels a appartenu Mozart. Christian Jacques, les pyramides ne nous ont pas encore livré tous leurs secrets, si j'en crois ce que vous me disiez depuis le début de cette émission. Écoutez, loin de là, parce que bon, d'abord, je dirais qu'elles sont pas toutes complètement fouillées. Oui. Si on ne prend par exemple même que la star absolue, la grande pyramide de Khéops, vous savez qu'il y a des grands problèmes, certains pensent qu'il y a encore des cavités qu'on n'a pas découvertes. Oui, les travaux de Gilles Domion par exemple, et Jean-Yves Verdure, oui, tout à fait. Que j'ai rencontré d'ailleurs, et c'est très souvent l'establishment scientifique ne veut toucher à rien. Moi, déjà pendant mes études, en me disant, on n'étudie plus la grande pyramide, on sait tout, ce qui est complètement faux. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ignore. Ouais. Revenons, une petite parenthèse sur les travaux de Gilles Domion et Jean-Yves Verdure. Comme quoi, ils auraient décelé, parce qu'ils ont fait d'autres travaux sur d'autres lieux qui ont été couronnés de succès, ils auraient décelé donc une cavité probable. Qu'en pensez-vous? Mais
moi, je suis totalement ouvert à tout ça parce que je crois que si vous voulez, il y a dans la grande pyramide de Khéops, par exemple, une structure aujourd'hui. Autrefois, on disait, vous savez, ils ont commencé la chambre funéraire du bas, qui est assez difficile à visiter parce que pour y pénétrer, il faut vraiment emprunter un couloir très étroit. Il faut être baissé et on a l'impression qu'on va vers rien. On va vers le néant. C'est terrifiant. Puis une fois qu'on est là, on ne sait pas très bien comment on respire, mais on respire très bien. Alors on a dit, ben voilà, ils avaient fait cette première pièce et puis ils se sont dit, oh bon non, ça nous plaît pas des masses, on va faire mieux. On en fait une autre. Non mais je résume vraiment très clairement moi j'ai appris ça dans mes manuels quand j'étais étudiant il y a bien longtemps. Bon. Alors après ils ont fait une deuxième chambre qui est dite la chambre de la reine, ce qui veut rien dire puisque ça n'a jamais porté ce nom-là. Et puis ils ont regardé, ils se sont dit finalement, non ça nous plaît toujours pas plus, on va en faire une troisième. Enfin, c'est-à-dire, quand vous lisez ça, je vous assure que les architectes égyptiens n'étaient pas des abrutis, ils avaient une idée. Bon, et maintenant d'ailleurs les grands archéologues, surtout allemands d'ailleurs, ont dit mais bon, arrêtons toutes ces billevesées. Il est évident d'abord que le plateau de Gizeh lui-même, dans son entier, a été conçu par un génie style Imhotep qui a conçu les 3 pyramides et le plateau. Le premier grand mystère des pyramides, c'est l'arasement du plateau de Gizeh, qui est un truc absolument extraordinaire. Moi, j'ai discuté avec des architectes, et aujourd'hui, même avec des moyens modernes, faire un travail de cette qualité, aligner les pyramides sur les points cardinaux avec une erreur, on arrive exactement à la même chose à peu près avec des instruments hyper modernes. Vous imaginez des masses pareilles? C'est énorme. C'est absolument invraisemblable. Donc le Sphinx, par exemple, lui aussi, le Sphinx n'est pas comme on le lit partout, Képhren, et aujourd'hui on remet tout ça en question. Le Sphinx, c'est le gardien des 3 pyramides, c'est le gardien du plateau. C'est l'incarnation du soleil levant, et c'est le gardien par excellence qui est à l'entrée de ce domaine très très particulier et très réservé. Et vous avez toujours, quand vous avez comme ça des ensembles pyramidaux, une conception d'ensemble. Alors, on s'est beaucoup moqué aussi des récits, de certains récits disant il y a un canal entre le Sphinx et les pyramides, mais on a interdit les fouilles là-dessus. Il y a eu des débuts de découverte, et puis alors pour des raisons, alors là il nous faudrait beaucoup d'émissions pour expliquer entre l'administration, les querelles entre les égyptologues, celui qui veut manger l'autre, celui etc. Pourquoi on ne peut pas vous imaginez un site pareil, tous ceux qui veulent y travailler et faire des recherches ont les pires difficultés parce que chacun voudrait faire la grande découverte et puis chacun veut empêcher l'autre de la faire. Bon, là nous sommes dans les turpitudes humaines et qui sont bien loin parfois de la recherche scientifique. Donc il y aurait la possibilité d'autres chambres, ou au moins une autre chambre dans cette pyramide de Khéops. Oh, c'est pas du tout exclu. Et il faut penser aussi, je dirais, alors ça c'est moins ésotérique, mais c'est plus pratique, au fait que par exemple quand vous avez eu des très très graves tremblements de terre au Caire, les pyramides n'ont pas bougé. Donc les techniciens disent mais il y a là-dedans un dispositif antisismique qui est absolument hallucinant, quoi. Donc vous avez des chambres de décharge aussi qu'il faudrait réexaminer, et puis vous n'avez pas que Khéops. Moi, je connais en Égypte un endroit, enfin je ne sais plus si je pourrais le retrouver encore aujourd'hui, qui est à Saqqara, où il y a les plus beaux appartements souterrains d'une très rare pyramide qui date du Moyen Empire. Le sommet, si vous voulez, de la pyramide a disparu complètement, et puis avec les vents de sable depuis une trentaine d'années, on ne sait plus où est l'entrée de ces appartements. Et qui ont été photographiés une seule fois, je crois. Quel dommage. Vous imaginez le trésor qui est encore sous la terre. Toutes les pyramides n'ont d'ailleurs pas été retrouvées. Parce que, en fait, il faut que vous imaginiez ce qui est absolument hallucinant, c'est que vous êtes bien au nord du Caire, vers Abouzir, vers Abou Rash, et sur une distance de bien plus de 200 kilomètres, vous n'aviez qu'une chaîne ininterrompue de pyramides correspondant aux dynasties depuis quasiment la première jusqu'à la fin du Moyen Empire. C'est hallucinant. Alors certaines ont été complètement détruites, mais il y a des appartements souterrains qui sont encore à retrouver. Il y en a qui sont pas du tout complètement fouillés et explorés.
il y en a pour des siècles. Ben, oui, j'en ai les bras qui tombent, d'accord. Mais dites-moi, Christian Jacques, revenons à ces architectes absolument extraordinaires. Vous avez parlé de l'orientation de ces 3 pyramides sur le plateau de Gizeh, de l'arasement et la manière dont ça a été fait. On ne sait pas la manière, mais on voit le résultat. D'où tenait-il ce savoir ? Ah là, vous me posez une question bien difficile, parce que évidemment, depuis qu'on a découvert les pyramides, depuis qu'on s'y intéresse, ce qui n'est pas d'ailleurs si lointain que ça, parce que entre le 7e siècle, entre l'invasion arabe et les premiers voyageurs occidentaux qui commencent à aller aux pyramides, bah, curieusement, il s'est pas passé grand-chose. Il y a quand même eu une bonne petite dizaine de siècles totalement obscurs, où vous savez, on disait, bon bah finalement, qu'est-ce que c'est que les pyramides? C'est des greniers, bon, je sais pas, c'est comme si on les voyait plus, c'est tout à fait étonnant. Et puis tout à coup, on a commencé à s'y intéresser, on a voulu y rentrer, donc on a cherché les ouvertures, et évidemment après, les théories ont commencé à fleurir. Comment ont-ils bâti les pyramides? Alors, quand il s'agit de pyramides en briques, parce qu'il y a aussi des pyramides en briques, quand il s'agit de pyramides, on parlait tout à l'heure de celle d'Ounas, qui est déjà un beau petit colosse, mais enfin, là, on peut quand même comprendre. Je veux dire, on sait comment ils ont amené les blocs. Ça reste humainement raisonnable. Oui, enfin, à peu près, quoi, à peu près, bon. On aurait déjà du mal à refaire, mais enfin, on peut comprendre. Bon, on sait qu'ils construisaient des barges, absolument colossales, parce que, en Égypte, c'est simple, hein, si vous avez besoin d'un seuil de granit, ou d'une pierre de 500 tonnes, eh ben vous allez la chercher à 1000 km à Assouan et vous la rapportez. Bon. Voilà. Ça paraît facile à dire, mais ça veut dire un processus d'ingénieur, de mise en place de travail. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Et alors c'est fou. Bon, mais le transport, on comprend à peu près. Bon, comment on amenait les pierres, ça aussi on comprend à peu près, parce qu'on a conservé de gigantesques traîneaux de bois. Il y en a un au musée du Caire notamment qui est tout à fait remarquable. On a même un hiéroglyphe où on voit la pierre qui est posée sur le traîneau. Et c'est vrai que si vous mettez des glissières de boue que vous arrosez, vous faites une surface incroyablement glissante. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup d'hommes pour amener le bloc sur ce traîneau. Parce que les blocs pesaient en moyenne, pour que les gens qui nous écoutent se fassent une idée, 2,5 tonnes chacun à peu près, quoi. Hein. Ah oui, ça c'est des petits blocs, ça. En plus. Ça c'est du bloc ordinaire. Ça c'est du bloc ordinaire, mon bon monsieur. C'est du bloc ordinaire, ça. Il y a bien plus que ça. D'accord. Mais c'est vrai que l'expérience a été faite, par exemple avec des blocs comme ça, sur ces traîneaux-là, glissières de limon humide, il faut un frein, il faut carrément un frein sur le traîneau, parce que ça peut aller très vite, hein, si la rampe est bien arrosée. Donc ça, on a des représentations, ça on sait, le transport n'est pas un mystère. En revanche, alors le levage, eh bien ça, je n'en sais rien, et personne n'en sait rien. Alors, il y a énormément de théories, il en sort à peu près une tous les 3-4 ans. Je pense qu'il y a une part de vérité chez les uns, chez les autres. Jamais fait un dossier là-dessus. Je ne sais pas si Dieu égyptien près de vie un jour on tâchera de faire le tri du bon grain de livret, mais ça reste un très grand problème. Quand vous avez justement des monolithes hallucinants, comme dans la grande pyramide, cette fameuse grande galerie, ou la chambre du roi avec 9 dalles qui pèsent je ne sais plus combien de tonnes. Bon, bah là, même les architectes disent, on comprend pas très bien, quoi. Comment ont-ils levé, comment ont-ils monté à des hauteurs pareilles, des blocs pareils? Le coup de la rampe comme ça qui tourne autour de la pyramide et qui monte au fur et à mesure que la pyramide est montée. Oui, avec ça, il faudrait une rampe qui soit déjà 5 fois plus grande que la pyramide. Alors, d'accord. Oui. Ça, c'est une des théories. Je ne dis pas que dans certains cas, elle ne soit pas valable, mais on l'a surtout déduite, cette théorie, à partir d'une rampe en briques crues qu'on a à Karnak, pour édifier le premier pylône. Alors là, il n'y a pas de question, puisque la rampe, on en a encore, je dirais, on a les restes de la rampe. Oui, on a les traces physiques. Voilà, mais ça c'est un grand mur, ça. C'est pas une pyramide. En plus, alors oui, permettez-moi de mettre fin, hélas, on n'y arrivera sans doute jamais, mais de couper le cou à un truc encore qu'on lit encore partout, c'est les esclaves suant sous le soleil à coups de fouet. Mon Dieu, comment on peut encore lire des trucs pareils? Mais ça se dit encore, alors que nous avions là, en fait, je dirais,
les gens les plus importants de l'Égypte travaillaient à la construction des pyramides. C'était vraiment le sommet de l'échelle sociale. C'était les gens les plus décisifs puisqu'ils construisaient la demeure d'immortalité. Alors, les vrais constructeurs de pyramides étaient très peu nombreux, très peu nombreux. C'était un privilège que de venir travailler à la pyramide. Vous imaginez, mais c'était. D'ailleurs, on a l'exemple avec Djeser et Imhotep, c'est-à-dire Imhotep, l'architecte de Saqqara, c'est le premier ministre. Oui. C'est le numéro 2 de l'État, tout de suite, en dessous de Pharaon. Bon. Ouais. Alors, il est entouré d'un collège de techniciens qui étaient extrêmement peu nombreux, sans doute pas plus d'une dizaine. Et puis après, vous aviez les sculpteurs et tailleurs de pierre qui eux aussi étaient vraiment un collège très fermé d'ailleurs. Alors là aussi, on connaît leurs rites initiatiques, on sait qu'ils avaient accès à des fonctions très importantes. Alors ne confondons pas cette toute petite équipe avec ensuite les tâcherons, ceux qui apportaient les pierres, ceux qui s'occupaient du transport, etc. Et qui n'étaient pas non plus et qui étaient alors tout sauf des esclaves parce qu'ils étaient fort bien payés. Hein. D'accord. C'était des gens qui étaient salariés, qui en plus vivaient dans une ville de pyramides, parce qu'on les redécouvre, on en a redécouvert une à Gizeh il y a pas très longtemps. Donc, et ces gens-là, donc avaient une ville, ils étaient évidemment nourris par l'État, payés par l'État, et en plus ils avaient le très grand privilège d'avoir leur tombeau. D'accord. C'était quand même merveilleux, parce qu'ils étaient enterrés auprès de leur chef-d'œuvre en quelque sorte. C'est vrai, c'est vrai. Pour l'éternité. Voilà. Alors, Christian Jacques, revenons aux concepteurs des pyramides. L'orientation, les dimensions des pyramides n'ont pas été faites par hasard, évidemment. Tout ça, c'est symbolique et il y avait un langage. C'est un livre qu'ils ont fait. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, ce qui serait intéressant, c'est en effet. Alors, on commence maintenant à avoir les données, mais c'est pas si simple à avoir parce que selon les âges, selon l'évolution de l'archéologie, la simple mesure des pyramides n'est pas évidente, étant donné qu'en plus beaucoup de revêtements ont été enlevés. Donc aujourd'hui, avec les techniques modernes, on sait par exemple que la grande pyramide de Khéops, aujourd'hui à peu près 137 mètres, devait en faire en réalité 146. D'accord. Donc il y a quand même une dizaine de mètres d'écart, c'est pas rien. Alors si on veut faire des calculs de proportion par rapport au coudé, par rapport au nombre d'or, par rapport à des proportions, tout ça, il faut déjà avoir une bonne base, grande précision de calcul qui, je dirais, est en cours, qui n'est pas complètement finie. Bon. Ensuite, il faut relier évidemment la pyramide à un règne et précis. Bon. Et puis il faut connaître le nom de la pyramide, parce que chaque pyramide, on le disait tout à l'heure, mais c'est très important, a son nom propre. Alors par exemple, la pyramide, une des grandes pyramides, c'est en égyptien, c'est l'horizon lumineux. Bon, c'est le point d'où naît la lumière, c'est l'Orient absolu en quelque sorte. D'accord. Alors déjà quand on sait ça change un peu les choses, quoi. Bon. Et à chaque règne, à chaque roi, correspond donc à un nom de pyramide particulier, une forme de pyramide particulière, tout un ensemble de temples autour et de demeures d'éternité autour. Donc, c'est un sujet immense. Et en effet, le livre des pyramides à lui tout seul, c'est quelque chose d'absolument hallucinant, quoi. Ouais. Alors, n'oubliez pas aussi que, par exemple, il y a dans par rapport à cette astronomie dont nous parlions, il y a quelque chose qui est très important pour la résurrection royale. C'est que le roi ressuscite en Osiris, puisque c'est le nom même de la pyramide, mais il ressuscite aussi à la fois dans le ciel du nord et à la fois dans le ciel du sud. C'est-à-dire que vous avez une face de la pyramide qui est orientée vers ce que les Égyptiens appelaient les étoiles circumpolaires, donc les immortels, donc l'étoile polaire, bien sûr. Et puis tout ce qu'il y a, et puis aussi vers le sud, vers la constellation d'Orion. Oui. Et alors, je lisais récemment, ça m'a beaucoup étonné, que la constellation d'Orion, pour les astronomes, c'est un peu ce qu'on appelle la nurserie de l'univers, parce que c'est là où il y a la plus grande production d'étoiles. Et les Égyptiens l'auraient déjà pressenti. Écoutez, on en peut presque en tirer cette conclusion, mais c'est tout à fait étonnant quand même, parce qu'ils n'ont pas choisi n'importe quoi. Donc à chaque fois que vous arrivez devant une pyramide, même ruinée, même tout ce que vous voudrez, vous êtes dans le cosmos, quoi. C'est vraiment un pont ciel-terre. Mais d'où vient ce savoir? Comment est-ce qu'ils ont pu acquérir un savoir aussi pointu alors qu'ils n'avaient même pas la roue, je crois? Alors,
S'ils l'avaient. Oui. Ils l'avaient, mais ils ne s'en sont pas servis. Alors ça, c'est assez étonnant. Alors pourquoi je suis sûr qu'ils l'avaient? Bien parce que nous avons en fait une représentation de l'ancien empire, Oui. où lors d'une opération de police dans le désert, on voit une tour, une petite tourelle si vous voulez, Mhm. avec des soldats armés, Oui. et sous la tourelle vous avez des roues. D'accord. Bon. Alors, eh oui. Mais Donc, ils s'en sont pas servis. mais ils s'en sont pas servis. Bon. Alors ils s'en sont pas servis peut-être pour une raison finalement assez simple, c'est qu'ils ont dû se dire qu'est-ce qui est le plus utile. Nous avons l'autoroute la plus géniale du monde, ça Qui est le s'appelle Nil. le Nil. Voilà. Oui, oui, tout Bon. à fait. Mais alors, d'où vient ce savoir? Voilà, parce que la question reste quand même posée. Comment avait-il pu acquérir cette science qu'on a du mal à appréhender même de nos jours? Alors ça, là encore difficile de vous répondre. On sait en tout cas où elle est née et où elle a été enseignée. Elle a été enseignée dans une ville qui s'appelle Ounou, en égyptien. Oui. Dans les livres, c'est Héliopolis, et dans la Bible, c'est On. Donc c'est le même mot. Oui. Alors c'est vraiment la capitale théologique, on peut dire initiatique de l'enseignement égyptien, c'est Héliopolis. Et comme par hasard, Imhotep, bien entendu, était grand prêtre de cette ville. Évidemment. Et ce grand prêtre, il portait un nom tout à fait caractéristique qui s'appelait le plus grand des voyants. Alors, il y a vraiment un problème je pense que pour les gens qui connaissent le chamanisme, Oui. qui ont été dans ces traditions-là, ou même bouddhiques ou autres, où il y a cette forme de visionnaire en quelque sorte. Mhm. Il semblerait qu'on ait eu quand même affaire à quelques personnalités tout à fait extraordinaires. Tout à fait extraordinaire. Et, je vais vous dire, Imhotep, il a même été considéré comme tellement extraordinaire que jusqu'à la fin, c'est-à-dire que le dernier grand temple qui a été créé en Égypte, c'est le temple de Philae, vous savez, tout au sud de l'Égypte, là, sur cette île d'Isis. Mhm. Eh bien, en fait, il est attribué toujours à Imhotep. C'est absolument extraordinaire. Tous les temples, c'est Imhotep qui les a construits. Donc, il a laissé dans la mémoire, pendant pratiquement 3 millénaires, l'image du plus grand des visionnaires, quoi, celui qui et c'est pour ça qu'on disait qu'il était égyptien, qu'il était magicien, qu'il était astrologue, c'était le savant par excellence. Ouais. Et alors figurez-vous, le rêve de tout égyptologue, je pense, c'est qu'on sait qu'il a existé à cette époque le livre d'Imhotep. Mais on l'a pas retrouvé. Ah bon? Et non, on a retrouvé ni ce grand livre qui devait donc être le livre des connaissances majeures, et on n'a pas. Alors se trouve-t-il peut-être dans la tombe d'Imhotep qu'on n'a pas retrouvé non plus. Vous voyez, il y a quelques belles découvertes encore à faire. Énorme. Il y a Celle-là, oui. ça serait une belle découverte. Ah, complètement. Parce qu'on peut imaginer ce que doit être la tombe d'Imhotep. Ça va pas être rien. Hein. C'est un véritable extraterrestre que vous nous avez décrit. Vraiment quelqu'un de totalement exceptionnel. Ah oui, tout à fait. À la mesure d'un prophète, en quelque sorte. Oui, je pense d'un véritable créateur de civilisation, enfin, Ouais. à tous les niveaux. Et alors, ce qui est particulièrement touchant, c'est que on a très peu de textes sur lui, mais enfin, on a quand même pas mal de choses. Et on sait qu'il a démarré au bas de l'échelle. Il a démarré comme fabricant de vases de pierre, donc comme un simple artisan. Ouais. Et puis voilà. Et puis il est monté en grade en quelque sorte, et il a eu cette conception géniale de la pyramide d'une part, et puis il a réussi surtout à trouver le moyen technique d'utiliser la pierre. Oui. Extraordinaire. Il faudra qu'on consacre une émission uniquement à cet homme. Bon. Merci beaucoup en tout cas, Christian Jacques. Voilà, Merci. Beaucoup d'aperçus et beaucoup de questions. Ah oui, mais c'est ça qui est intéressant, justement. Merci beaucoup. Christian Jacques, je rappelle que vous êtes l'auteur de cette nouvelle biographie de Mozart qui est publiée aux éditions XO, qui est votre éditeur. Mozart, donc, le tome 1 s'appelle Le Grand Magicien, le tome 2, Le Fils de la Lumière, et le tome 3, Le Frère du Feu. Le tome 4 sortira, et le dernier, sortira donc début mai. Merci beaucoup, Christian Jacques, et à bientôt. Je me permettrai de faire appel à vous pour parler encore d'égyptologie et que vous puissiez nous apporter vos lumières. Vous allez repartir en Égypte, j'imagine, bientôt. Le plus tôt possible. Je comprends. Merci et bonne fin de soirée. Merci à vous, au revoir.
Terminer presque cette conversation, car nous allons la continuer plus tard, j'espère, avec Christian Jacques qui viendra nous rejoindre encore lors des futures émissions des Aventuriers de l'étrange sur cette question. Où est la tombe d'Imhotep, cet homme qui a littéralement fondé l'Égypte mythique telle qu'on la connaît? Où est son livre qui recèle ses secrets majeurs, cet homme qui a commencé au bas de l'échelle, artisan, pour terminer comme étant un des plus grands hommes de l'Égypte, un des plus grands hommes de l'Égypte, avec cette tombe qui reste encore à découvrir. Nous allons continuer évidemment à creuser ce dossier du secret des pyramides avec vos questions au 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus. Cyril est au standard. Il vous attend pour relever vos questions, que je puisse les poser à notre invité qui va venir nous rejoindre tout à l'heure, ou encore venir en discuter avec nous. Venez débattre parce que le sujet est passionnant. Et vous pouvez également nous envoyer vos remarques par SMS. Vous tapez le mot Sud, un espace, votre question, votre réaction, et vous envoyez le tout au 71 200. Dans quelques minutes, un autre spécialiste, un autre égyptologue, Joël Berthaud, qui habite notre région, qui a émis une hypothèse qui a fait beaucoup de bruit dans le monde de l'égyptologie. Et si les Égyptiens connaissaient le principe de la pierre moulée, grosso modo du béton, hein? Ça aurait peut-être expliqué, ça pourrait expliquer pourquoi et comment ils ont construit ces magnifiques pyramides. À tout de suite. Juanes sur Sud Radio, adios Lepido. Nous parlons dans Les Aventuriers de l'étrange, du secret des pyramides avec mon deuxième invité, Joël Berthaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes designer infographiste et vous avez fait pas mal bouger le monde de l'égyptologie il y a quelque temps de cela, il y a 2 ans si je ne m'abuse, en apportant une hypothèse aussi audacieuse qu'intéressante concernant la construction des pyramides. D'abord, vous êtes l'auteur d'un livre passionnant qui s'intitule La pyramide reconstituée aux éditions Uniques. Et première question, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser, vous qui êtes designer infographiste, à l'égyptologie et aux pyramides en particulier? Alors, c'est là la chose, disons, c'est que je ne suis pas tout à fait dans cette profession, je suis plutôt scénographe. Ouais. Et j'ai beaucoup travaillé pendant ma carrière professionnelle sur des matériaux de synthèse, des moulages, des transformations de matériaux. D'accord. J'ai fait des moulages de bronze, enfin, les matériaux, les moulages, je connais bien. Et c'est ce qui m'a poussé, bien sûr, à m'intéresser de plus près à la construction des pyramides. Bien sûr, depuis très longtemps, je suis captivé par l'Égypte. J'ai fait les Beaux-Arts et bon, ça fait partie un peu de l'histoire de l'art bien sûr. Qui était enseignée. Mm-hmm. Et il faut savoir que cette hypothèse, elle est très très vieille. Sous Louis XIV, déjà, un certain Paul Lucas, qui était antiquaire du roi, et qui a été aussi sous les services du roi Louis XV, en a déjà parlé et a dit carrément, a écrit que les parements des pyramides ressemblaient étrangement à des choses moulées. Au XVIIe siècle, il y a aussi un Polycarpe de la Faille qui a fait un traité sur les mortiers romains et qui dit la même chose. Ouais. Donc, ce sont des choses qui m'ont intrigué. Et donc je m'y suis intéressé de près. Je suis allé plusieurs fois en Égypte. J'ai fait une dizaine de voyages en tout. Et donc j'ai examiné de près. J'ai fait des photos de détail. Et ça ne s'y trompe pas. On ne peut pas s'y tromper. Il y a des assemblages de pierres, des formes concaves qui s'emboîtent avec des formes convexes. Et ça n'existe qu'en moulage. On ne peut pas imaginer des tailleurs de pierre aussi brillants soient-ils. Non, c'est impossible. De toute façon, il faut savoir que les pierres s'épousent parfaitement, mais il n'y a pas du tout de ciment. C'est pierre contre pierre. Ouais. Et malgré si l'une a des défauts, eh bien celle qui va venir l'épouser, elle va épouser les défauts. Mmh. Donc ça, ce sont des choses qui ne peuvent pas se faire en pierre taillée. Alors, j'écoutais tout à l'heure Christian Jacques. Christian Jacques, et effectivement, ces
c'est difficile de dire la pyramide est faite en pierre moulée, parce que en fait, il y a de la pierre moulée, mais il y a aussi de la pierre taillée. Parce que les Égyptiens, en fait, ils ont profité du site. Ils ont bâti les pyramides sur des collines. Si on prend des plans topographiques du plateau de Gizeh, on voit bien qu'ils ont utilisé des collines existantes pour construire les 3 pyramides. Et en fait, autour des pyramides, pour se mettre de niveau, ils ont décaissé sur la partie donc ouest. Donc ils ont creusé une partie à flanc de colline en quelque sorte. Voilà. Et tous ces matériaux-là, évidemment, ils les ont pas jetés. Évidemment, ils les ont utilisés pour construire. Donc dans les pyramides, vous avez d'abord une grande partie qui est naturelle, qui est le noyau rocheux. Et ces collines, en fait, il est taillé en escalier pour que les matériaux puissent bien pas glisser, si vous voulez. Oui, s'emboîter dedans et ainsi. Alors, donc, pour bien reprendre votre pensée, pour que on vous suive bien, en fait, ils ont arasé une partie de la colline pour que la pyramide soit de niveau, évidemment. Et ensuite, ils ont utilisé un noyau de pierre solide, de roc, qui était déjà là à la base, qu'ils ont retaillé. Sur ce noyau, ils ont construit le reste de la pyramide. Voilà. Avec ce qu'ils avaient de matériaux, c'est-à-dire de pierres taillées, et par contre, ce qui est intéressant, c'est que ils utilisaient tous les gravats, tous les restes de pierre, et ils en faisaient un genre de béton, si vous voulez. On pourrait appeler ça un béton. C'est l'équivalent de nos bétons contemporains, si vous voulez. Mais dites-moi, ils avaient une connaissance extraordinaire parce que ces pierres, si elles ont été moulées, tiennent toujours le coup, si j'ose dire. Enfin, c'est vraiment du solide, quoi. Vous savez, il en reste très peu, parce que si on prend le parement de la pyramide de Khéops, il en reste mais vraiment quelques blocs à la base. Et si ces blocs sont là, c'est parce que quand Christian Jacques vous l'a dit tout à l'heure, les pyramides ont servi de carrière pour construire le Caire. Malheureusement. Et quand les démolisseurs ils faisaient tomber les blocs, et ils faisaient tomber les blocs du haut et ça faisait des tas de gravats en bas. Et ce sont ces gravats qui ont protégé en fait la première assise de la pyramide qu'on voit aujourd'hui parce que ça a été déblayé, si vous voulez. Oui, très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a permis parce qu'il y a des photos qui sont absolument confondantes dans votre livre où on voit des joints, c'est-à-dire des jointures entre 2 pierres qui sont d'une perfection hallucinante. Oui, c'est dans certains livres, on pouvait lire que les joints sont très fins. En fait, il n'y a pas de joint, puisque c'est moulé contre une pierre. Alors, quand ils utilisaient une pierre naturelle, ils la posaient. Quand ils mettaient une deuxième à côté, un peu plus loin, si vous voulez, mais entre les 2 pierres naturelles, ils moulaient une pierre artificielle. Ce qui fait que, évidemment, elles épousaient parfaitement les 2 pierres. Eh oui, exact. En gros, c'est comme si c'était un joint, la pierre du milieu. Oui. Voilà. Ce qui est très intelligent comme technique, en fait. Et donc, dans toute l'architecture, c'est comme ça. Tout est parfait et il n'y a pas un seul endroit où on voit un joint mal fait. Ça n'existe pas. Tout s'emboîte parfaitement. Et je vous dis, quand je pensais que simplement de montrer des photos, ça a été le but de mon livre, simplement de montrer des photos, les gens auraient compris tout de suite. Beaucoup ont compris, surtout les techniciens, les architectes en particulier. Mais il est difficile de faire comprendre à certains qui ne connaissent pas les matériaux ce genre de choses. Mais dites-moi, Joël Berthaud, parce que là, on parle des pyramides, mais s'ils possédaient cette technique, et c'est également l'objet de votre livre, ils s'en servaient également pour autre chose. Pour construire ? Oui. Bien sûr. Pour construire, de toute façon, pour moi, la construction, ce type de construction a continué après les pyramides, dans la construction de certains monuments. De certains monuments, de certains temples, mais c'est encore plus difficile à voir parce que souvent les temples récents ont été construits à partir de pierres venant de temples plus anciens. Et au milieu de ces architectures, on trouve de la pierre naturelle, de la pierre reconstituée,
anciennes, nouvelles, et ça fait tout un amalgame qui est difficile à bien remarquer. C'est difficile à bien voir, en fait. Oui. Mais alors dites-moi, quels sont parce que vous vous êtes penché sur les hiéroglyphes, vous avez même appris les hiéroglyphes, je crois. Oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, vous m'avez fait une dédicace qui est écrite en hiéroglyphes égyptiens, et elle dit exactement ce que vous avez marqué dessous? Oui, tout à fait, oui. Ah, c'est tout à fait étonnant. D'accord. En fait, oui. En fait, quand ça fait une quinzaine d'années à peu près, je me suis mis à l'écriture hiéroglyphique, parce que il y avait un paradoxe. L'écriture est apparue en Égypte aux environs de 3300, 3200 avant Jésus-Christ, et les pyramides, elles ont été construites bien après, c'est-à-dire bien plus proche de nous, vers 2700, 2750 à peu près. Et comment se fait-il que nulle part on ne trouve de traces de comment ils faisaient pour construire? S'il savait écrire, il pouvait le dire. Bien Donc sûr. Pourquoi? Alors, est-ce que des choses ont été mal comprises? Et c'est un petit peu la question que je me suis posée, et c'est pourquoi je me suis penché sur l'écriture hiéroglyphique. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé justement dans ces hiéroglyphes pour étayer votre hypothèse? Eh bien, déjà, par exemple, tous les hiéroglyphes qui parlent de construction. Oui. Tous, jamais d'abord on ne voit de personnages qui utilisent des machines. Chaque fois, ce sont le mot construire. Kat, c'est un personnage accroupi qui porte un panier sur la tête. Oui. Tous les hiéroglyphes sont ainsi. Aucune machine et tous faits à la main. Quoi d'autre? Par exemple, sur les temples, on n'est plus à la période des pyramides, là, c'est un peu plus loin, plus proche de nous. Il y a sur tous les temples d'Égypte un genre de protocole de construction. Et ces protocoles de construction sont composés entre 10, 13, 15 scènes des fois. Ça fonctionne un peu comme une bande dessinée. Et ces scènes racontent comment ont été construits les monuments. Oui. Et on a des scènes où on voit le pharaon. En fait, on ne devrait pas tout à fait dire pharaon, on devrait dire roi. Parce que le pharaon, ça veut dire en fait le représentant de l'institution égyptienne. Ça veut dire père A, ça veut dire le grand temple, la grande maison en fait. Donc en fait, on devrait dire roi plutôt que pharaon. Donc on voit ce roi qui est accroupi et devant lui il y a un bloc carré, rectangulaire. Et il est écrit que le pharaon, le roi, est en train de mouler la première pierre de l'édifice. Ce sont les textes. Il n'est pas dit que le roi place la première pierre de l'édifice, il est dit le pharaon ou le roi moule la première pierre. Alors, bon, ça a été traduit ensuite par l'égyptologue par moulage symbolique, puisque jamais on n'aurait soupçonné qu'il pouvait faire ça. Donc c'est un moulage symbolique de la première pierre. Or, c'est bien marqué, moulé. Oui, ça c'est facile. Et ce genre de fresques, vous les avez par exemple, il y en a une par exemple sur la chapelle de la reine Hatshepsut qui est en fait au temple d'Amon à Karnak, c'est la chapelle rouge, et sur cette chapelle rouge, vous avez cette scène. Et donc dans le protocole, il y a plusieurs scènes. Il y a une autre fois, vous avez le pharaon qui jette des grains. Alors qu'est-ce que c'est aussi? En fait, il est expliqué dans ces protocoles comment étaient construits les temples. Oui, tout à fait. Et alors, vous avez dessiné une explication tout à fait visuelle et très compréhensible du moulage, par exemple, d'un angle d'une pyramide. En fait, les pierres étaient assemblées, les pierres taillées, les pierres étaient assemblées, et ensuite il y avait des coffrages qui étaient installés, tout simplement,
Oui, et c'était des coffrages amovibles, c'est-à-dire un maçon appelle cela des banches aujourd'hui, sont des éléments de coffrage, et ces éléments, en fait, on les déplaçait. C'est-à-dire que pour construire, évidemment, ça n'a plus rien à voir avec ce qui a été dit, parce que transporter des blocs de 70 tonnes, je veux bien, mais même en mettant de la boue et en mettant de l'eau, je vois pas que ça serait de véritables savonnettes quand on arriverait sur des pentes pour monter ça sur les pyramides, donc c'est pas possible. Donc là, ça change tout, c'est-à-dire que il faut bien comprendre que c'est moulé in situ, c'est-à-dire sur place, c'est-à-dire que sur le rocher taillé, les maçons montent, disposent leurs éléments de coffrage et remplissent. La pâte qu'ils fabriquent sur place, c'est-à-dire la pâte c'est quoi? Eh ben, ce sont des gravats, c'est du sable mélangé avec de l'eau. Il faut une pâte comme aujourd'hui on fait un béton. Ce sont pas les mêmes bétons qu'on a aujourd'hui, mais c'est un peu le même genre de choses. Et ils y rajoutent de la chaux, certainement. Alors je dis certainement point d'interrogation parce que justement c'est ce qu'on est en train d'essayer de reproduire. Oui, de reproduire et puis essayer de le démontrer avec des chercheurs du CNRS à Montpellier et d'ailleurs, parce que justement c'est très complexe à démontrer, parce que pour certains, bah oui, alors si c'est moulé, bah c'est facile à le démontrer. Ben non, c'est pas facile du tout, parce qu'il faut savoir que la chaux, quand on la mélange à d'autres matériaux, ça va donner un genre de béton, mais la chaux, elle, par carbonatation, elle se transforme en cristaux de calcite. Et qu'est-ce que c'est les cristaux de calcite? Eh ben, c'est de la pierre. Donc très vite, la chaux, elle disparaît, elle évolue, elle disparaît, et ça devient de la pierre. Alors après, pour démontrer que la pierre a été faite avec de la chaux, c'est pas simple. Et donc nous sommes en train d'essayer de trouver des astuces, carbone 14 et autres, pour le démontrer. Très bien. Vous restez avec nous, Joël Berthaud. Une pause et on se retrouve tout de suite après pour continuer avec vous ce voyage fascinant au sein des secrets des pyramides. Vous restez avec nous, Joël, pour répondre également à des questions des auditeurs qui vont venir nous rejoindre au 0826 300 300, 0826 300 300 pour nous faire part de vos remarques, de vos hypothèses aussi. Pourquoi pas? Elles sont intéressantes. Vous pouvez également nous envoyer des SMS. Vous tapez le mot Sud, un espace, vous envoyez ensuite votre réaction, votre question au 71 200 et je me ferai votre porte-parole. À tout de suite. En tête à tête, c'était M sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange. 0826 300 300, vous pouvez venir nous rejoindre pour parler avec nous de cette civilisation fascinante qu'est l'Égypte et parler en particulier également de la construction des pyramides et recèle-t-elle encore des secrets. 0826 300 300. Joël Berthaud est en notre compagnie. Joël Berthaud qui est scénographe, designer, infographiste et qui est un égyptologue averti à qui l'on doit un bouquin tout à fait intéressant qui s'intitule La pyramide reconstituée aux éditions Uniques. Joël Berthaud, vous avez, parce que vous avez eu l'occasion de discuter évidemment avec des scientifiques, avec des égyptologues, comment trouve-t-il votre hypothèse qui est tout à fait intéressante et en plus qui tient debout? Je veux dire, techniquement, c'est tout à fait, à mon sens, recevable. Eh bien, maintenant, en fait, elle devient, je dirais, acceptée, mais au début, ça a été critiqué très fortement. Toutefois, je me suis retourné vers des techniciens, des géologues, parce que ce n'est pas à des égyptologues ou des historiens de dire si une pierre est reconstituée ou si elle est naturelle. Donc je suis allé voir le CNRS, je me suis retourné vers des scientifiques, spécialistes de la construction, spécialistes des matériaux, et c'est avec eux que donc on a travaillé. Et plus on avance, et évidemment plus c'est évident, mais ce qu'il y a, c'est que c'est difficile, comme je le disais tout à l'heure, de le démontrer.
Oui, ça Une chose qui nous console, c'est que personne n'a pu démontrer qu'on avait tort. Oui, tout à fait. Vous restez avec nous, Joël Berthaud. Roger vient de nous rejoindre. Bonsoir, Roger. Bonsoir, ça va? Très bien, et vous-même? Très bien, je me régale sur cette émission. Ah bah écoutez, vous êtes passionné comme nous de cette civilisation égyptienne, fascinante quand même. Hein. Ah oui, et puis ce qu'il y a, moi j'avais fait une corrélation justement, et je voulais savoir si on pouvait la faire entre les temples aztèques et incas. Parce on retrouve les pyramides à étages. Oui, bien sûr. Ouais. Avec les degrés, donc les marches qui montent et qui descendent. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'il y a eu une immigration qui s'est faite? Voilà le mystère qu'il faudrait savoir. Eh oui. Oui, ça nous entraîne loin de l'Égypte, mais effectivement, vous avez raison. Il y a des similitudes intéressantes à voir. Bon, en Amérique centrale et du Sud, on pratiquait la momification. Ils construisaient des formes pyramidales. Et il faut savoir quand même que à la même période à laquelle on construisait les pyramides sur le plateau de Gizeh, c'est-à-dire environ de 2700 avant Jésus-Christ, il se construisait aussi des pyramides en Amérique du Sud, et ça c'était bien avant les Mayas effectivement, et les Aztèques. Hein. Il y a aussi d'autres choses. On a par exemple le calendrier Maya, il fait 360 jours, dont 5 jours néfastes. Eh bien, en Égypte, c'est pareil, 360 jours, dont 5 jours néfastes. C'est quand même étonnant. Ah oui, c'est tout. Mais moi, je pense que ceci s'explique d'une façon simple. C'est que il y a des courants maritimes qui pourraient permettre d'aller directement. Et des Américains, d'ailleurs, avaient déjà fait une étude à ce sujet. Il y a des courants, c'est le courant équatorial nord, qui permet, si on descend un petit peu plus bas que la mer Rouge, on y va tout droit. Il y a un courant qui nous entraîne à travers l'Indonésie et vous arrivez en face du Mexique. Et à partir de là, d'autres courants peuvent vous faire descendre le long de l'Amérique du Sud ou remonter vers l'Amérique du Nord. Oui, mais vous parliez de cette expérience. Ils auraient pas, enfin, je ne sais pas si c'était bien ça, mais je me souviens qu'ils avaient construit à partir de l'Amérique du Sud une sorte de bateau en bambou pour voir s'ils pouvaient traverser justement toute cette étendue d'eau pour arriver sur le continent africain. Oui. Ouais, et donc ce serait, enfin, certains scientifiques américains ont émis cette hypothèse de manière tout à fait sérieuse. Tout à fait, oui. Oui. Roger, vous êtes toujours avec nous? Oui, toujours. C'est vrai qu'on se pose la question légitime de ces Égyptiens qui avaient l'air d'avoir un savoir absolument extraordinaire. Christian Jacques nous parlait d'Imhotep, qui avait l'air d'être un personnage absolument fascinant, aux connaissances fascinantes, et pourquoi pas envisager justement une traversée vers l'Amérique du Sud. Ça, c'est... Oui, mais là, c'est la fameuse expérience du Kon-Tiki qu'on a appelé. Voilà, c'est ça, l'expérience. Je recherchais. Merci Roger. C'est justement le Kon-Tiki, voilà. Et ils y sont arrivés, je crois. Hein. Oui, ils sont parfaitement arrivés. Ils ont démontré qu'on pouvait rejoindre. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce qu'on n'a pas à ce moment-là, c'est la période où ça s'est produit. Voilà, parce que c'est construire les mêmes formes de pyramides aux dates à peu près identiques. C'est quand même bizarre pour si on veut, deux continents qui sont séparés par des milliers de kilomètres d'eau. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Merci Roger en tout cas de Bergerac. C'est moi qui vous remercie. Passez une bonne fin de soirée avec nous. Mais je continue à vous écouter. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Roger. À bientôt. Nous avons avec nous un autre auditeur et Didier vient de nous rejoindre. Bonsoir Didier. Bonsoir. Alors Didier, vous nous appelez d'où? J'appelle de Montaigu-sur-Save, d'où pas Toulouse. Ah très bien, Montaigu-sur-Save. Alors, mon cher Didier, vous avez travaillé en Égypte, hein? Oui, j'ai fait des missions en Égypte particulière, oui. Oui, alors racontez-nous ça. Je suis le créateur des balises Argos à Toulouse. Ah oui, très bien. Et les premières balises Argos n'ont pas été conçues du tout pour suivre les bateaux en mer et faire du sauvetage, mais pour faire ce qu'on appelle de la télédétection, du contrôle de données physiques, des mesures physiques, des mesures, par exemple, d'épaisseur de la neige, de la hauteur de l'eau, de la dérive des courants des océans, des vents, etc. Bien, ouais.
Et il y avait eu un appel d'offres en Égypte où les Égyptiens voulaient essayer de mettre en place un système d'automatisation complète de tout le bassin du Nil, c'est-à-dire de toutes les vannes, de tous les canaux et de tous les ruisseaux, de tout ce qui gère l'eau en Égypte. Parce que vous savez que l'Égypte est le pays de l'eau. Tout à fait, oui. C'est que le Nil est le fleuve sacré, et on l'a peut-être pas dit, je ne sais pas si on l'a dit dans l'émission, que le Nil est un des rares fleuves au monde qui coule du sud au nord. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Et pour les Égyptiens, c'était une symbolique très forte. Ouais. Et donc, le but de l'opération consistait à mettre en place un système géré naturellement par électromagnétique, par radio. Et le satellite était le seul système qui offrait une couverture globale, et on pensait mettre des balises Argos qui allaient gérer ce qu'on appelle un limnigraphe, un système qui mesure la hauteur de l'eau. Ouais. Et avec une centrale, une grande opération, une grande station centrale qui aurait été installée au Caire et qui aurait fait toute la gestion globale du pays. D'accord. Et donc, j'ai répondu à cet appel d'offres, je me suis rendu là-bas, comme c'était financé par l'ONU, avec un ingénieur américain de l'ONU. Oui. Et on a fait de la prospection sur le Nil, on est allé un petit peu partout, on a fait des barrages, etc. On s'est même baladé en Felou, que vous savez, le bateau des Égyptiens. C'est beau ça. Oui, c'est beau ça. Et puis un jour, on est arrivé à Souan, et avec le directeur de recherche des Water Resources, qui est le ministère des ressources en eau, qui est le plus grand ministère égyptien, et ça se comprend. Oui. On est allé à Souan et on a dit on va installer un limnigraphe, c'est-à-dire un mesureur de hauteur d'eau, une balise, au bord du Nil à Souan. Oui. Et alors on a choisi un endroit, pas loin, je ne sais pas si vous connaissez à Souan, il y a le grand hôtel Oberoi, qui est un hôtel magnifique. Et on a choisi un endroit à côté de l'hôtel Oberoi pour installer la balise et le système. Oui. Et pendant qu'on installait la balise, l'autre côté du Nil, entre les rochers, je voyais une espèce de cache avec un mur bâti, maçonné, quelque chose de particulier. Et je dis au docteur Mahmoud qui était avec moi, je lui dis, qu'est-ce que c'est ça là-bas? Et il me dit, c'est un nilomètre. Un nilomètre? Un nilomètre. Oui. Et je lui dis, mais c'est quoi un nilomètre? Il me dit, mais tu sais, bien voilà, il y a quelques milliers d'années, les Égyptiens, ils construisaient des nilomètres, c'est-à-dire un endroit qui était creusé comme un puits dans l'eau de la rivière, où on mesurait la hauteur de l'eau. Oui. Les scribes faisaient des mesures régulières, ce qui permettait de pouvoir vérifier l'intensité et la qualité de la crue du Nil. Et à partir de cela, on calculait quel serait le niveau de l'impôt de l'année. Génial. Fantastique. Ah, génial. Fantastique. Et je voulais revenir à l'aspect social de la vie de l'Égyptien. On parle du mystère de l'Égypte, on parle des temples, des pyramides, des dieux, etc. Mais on oublie qu'ils avaient mis en place un système social fantastique, extraordinaire. Et notamment, les paysans les propriétaires payaient des impôts différents en fonction de la hauteur et la qualité de la crue du Nil, puisque la crue du Nil amenait les alluvions et toute la richesse en Égypte. Évidemment, oui. Et donc, je me rends compte à ce moment-là que là où j'avais mis ma balise Argos, mon limnigraphe, j'étais pile en face du kilomètre. Je me dis, on ne s'est pas trompé. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Oui. J'ai trouvé que c'était vraiment un clin d'œil dans ce pays où tout respire à la fois le physique et le métaphysique, l'étrange et le rationnel. Oui. J'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Ah, c'est une très belle anecdote, ça, Didier. Ah oui, c'est merveilleux. Et donc, j'ai pu en parler comme ça avec des gens autour de moi. Je suis revenu plusieurs fois en Égypte, à la fois comme touriste, et sans faire de pub, je vous dirais que Fram fait des voyages extraordinaires en Égypte, qui sont très très bien organisés. Ils ont toujours des accompagnateurs de très bon niveau. Très bien. Et donc j'ai pris l'occasion de revenir plusieurs fois en Égypte, à discuter avec des gens qui sont des amis, des gens du ministère des Ressources en eau et des égyptologues. Ouais. Tout à l'heure on parlait de Philae, j'ai eu la joie de partir en bateau, faire un tour jusqu'à Philae et de voir tout ça de très près. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Mais ce qui m'a impressionné, c'est de savoir, je me suis intéressé à la vie sociale de l'Égyptien. D'abord, il n'y avait pas ce qu'on trouve dans les pays maintenant musulmans, et je dis ça sans ostracisme, Oui. Il n'y a pas cette relation du rapport homme-femme. En Égypte, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été des pharaons. Oui. Quand on parle à Hatshepsut, ou des gens, c'est extraordinaire, quoi. Oui. Et Nefertari et tous les autres. Oui. Et quand vous visitez le musée du Caire, il y a des choses qui sont émouvantes. Il y a une statue, un couple, et c'est très connu, un couple d'un jeune prince qui est avec la princesse, et qui la tient tendrement enlacée avec son bras droit. Et le garçon, il est parfaitement rasé, il a une moustache. On dirait un couple de poilus à la guerre de 14. Ah oui. C'est extraordinaire. Oui. Extraordinaire l'aspect moderne de cette société.
Et vous savez qu'ils avaient des médecins, la médecine était gratuite pour certains types c'est vrai. de citoyens, on pourrait dire, entre guillemets. Oui. Et il y avait tout un tas d'organisations sociales au niveau de l'enseignement, etc. Et je pense que on s'intéresse beaucoup à l'aspect qui touche le public, c'est-à-dire l'aspect ésotérique, l'aspect des pyramides, etc. Je me répète un peu. Mm-hmm. Mais quand on découvre l'aspect de l'organisation sociale, on se demande ce qu'on a fait depuis 3000 ans. C'est vrai c'est encore, pour moi, beaucoup plus impressionnant. Oui, c'est vrai. Beaucoup plus impressionnant. Merci beaucoup Didier de Montaigu-sur-Sable, donc dans la Haute-Garonne, qui nous a appelé pour nous faire part de cette anecdote. Joël Berthaud, c'est fascinant quand même cette anecdote. Il allait installer son nilomètre à lui, mais moderne, et il se retrouvait pile poil en face d'un monument qui avait été installé pour la même raison, pour faire le même travail il y a des milliers d'années de ça. C'est fascinant quand même. Oui. Déjà, toute l'Égypte était intéressée, et tout le monde aujourd'hui est d'accord pour le reconnaître, ils avaient des connaissances extraordinaires au niveau des planètes, ils avaient des connaissances étonnantes. Oui, et par exemple, souvent, dans les textes, on voit la constellation d'Orion qui revient. Oui. Et en fait, la raison, elle est simple. C'est que quand la constellation d'Orion apparaissait dans le ciel, ça voulait dire que la crue du Nil allait se déclencher. Donc, pour eux, ça avait une importance évidemment considérable. Ah oui. Alors, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. C'est quand même étonnant. Quand on voit les pyramides de Gizeh, on a vu de dessus, on a 3 pyramides, 2 qui ont à peu près le même volume, et une un peu plus petite décalée. Mm-hmm. Eh bien, si on regarde la ceinture d'Orion, vous remarquerez que c'est exactement la même situation. Et c'est comme si les Égyptiens avaient voulu faire une immense maquette du ciel le long du Nil. Sur Terre. Ils appelaient d'ailleurs le Nil, c'était le fleuve nourricier, et puis la Voie lactée, c'est la vache nourricière aussi. C'est vrai. C'est empreint de poésie et d'une connaissance scientifique extraordinaire pour cette époque-là. Parce que là, Joël, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est quand même été construit 2700 ans avant Jésus-Christ. Tout à fait. Ah oui, c'est ça qui est absolument fascinant. Joël Berthaud, vous restez avec nous une pause et on se retrouve avec grand plaisir pour continuer à discuter avec vous. À tout de suite. La paix, Johnny Hallyday sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange, où nous essayons de comprendre, de percer le secret des pyramides. Vous pouvez nous envoyer vos questions, vos témoignages comme Didier ou encore Bernard avant, en nous appelant au 0826 300 300, 0826 300 300, ou encore en nous faisant part de vos réflexions ou de vos questions. Je me ferai donc le porte-parole de ces réflexions, de ces questions sur les pyramides ou sur l'Égypte en règle générale par SMS. Vous tapez le mot Sud, un espace, puis votre message ou votre question et vous envoyez tout cela au 71 200. Joël Berthaud est en notre compagnie, l'auteur d'un livre passionnant intitulé La pyramide reconstituée, les mystères des bâtisseurs égyptiens révélés. C'est aux éditions Uniques. Joël Berthaud, parlons d'un monument qui est juste à côté des pyramides, qui a attiré votre attention évidemment, qui est je dirais le symbole même de l'énigme, le Sphinx. Oui. Alors déjà au niveau de la construction, il est intéressant de remarquer le mode de construction lui-même. Oui. On le retrouve sur le Sphinx. À cette époque, c'était donc la période de Khéops, c'est la 4e dynastie. Mm-hmm. Et à cette époque-là, on remarque que toutes les architectures sont faites sur le même principe. C'est un rocher, systématiquement une colline qui est taillée sur lequel on vient construire. Le Sphinx, c'est pareil. Il a été taillé dans le rocher. C'est une petite butte qui dépassait et après on a décaissé autour. D'ailleurs, la tête du Sphinx, elle est étonnante parce que ce n'est pas la même matière, la même roche que le corps. D'ailleurs, le corps, il aurait disparu certainement s'il n'avait pas été recouvert de pierre. La tête, par contre, elle n'est pas recouverte de pierre, c'est un bloc. Alors, est-ce que c'est
plutôt une roche plus tendre ou est-ce que c'est une tête rapportée? Ça, il y a deux hypothèses là qui se font face. Ça n'a pas tellement d'importance. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le mode de construction. Et il se trouve qu'entre Khéops et Képhren, il faut savoir qu'il y a eu un autre roi qui était le fils direct de Khéops de toute façon, qui s'appelait Djedefra, et qui lui aussi a construit une pyramide, mais pas sur le plateau de Gizeh. Il a construit lui une pyramide à 10 km au nord de Gizeh, et c'est une pyramide qui était aussi très importante. Il n'en reste pratiquement rien, puisque tout a été pillé pour construire le Caire et d'autres monuments. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qu'il reste de ce rocher, ça a été calculé, et ça fait environ 44% du volume de la pyramide finie. Donc c'est très très important. Alors ça chamboule un petit peu tout ce qui a été dit jusqu'ici, parce que ce soit cette pyramide-là, que ce soit celle de Képhren, parce que celle de Képhren, on voit très bien sur la partie ouest que le rocher il monte haut, le rocher taillé en escalier, parce que là il n'y a plus de pierre dessus, on voit plus, il n'y a plus de maçonnerie. Donc on voit bien que ce rocher monte assez haut. On ne sait pas jusqu'où exactement, mais même si ça fait moins que celle de Djedefra, ça fait certainement plus de 30%. Ce qui revient à dire que en fait ce que Napoléon disait, c'est pas tout à fait vrai. Le volume de la pyramide, il est de maçonnerie sur la pyramide est 2 fois moins important que le volume de la pyramide lui-même. La partie centrale plus tous les déchets qui ont été récupérés à côté, ça correspond à peu près à la moitié du volume de la pyramide. Oui. Ce qui veut dire que les bâtisseurs ont exploité au maximum les reliefs du terrain finalement. Exactement. Et plus que ça, le plateau de Gizeh, c'est un véritable gruyère, c'est une nécropole, il y a des galeries partout. Et personne ne s'est soucié de savoir où était passé. Quand vous creusez un trou dans votre jardin, ça fait beaucoup de terre. Oui. Et bien, où sont passés tous ces gravats? En fait, c'est simple, ça a été réutilisé dans la construction et ça servit justement en particulier à faire du reconstitué. Alors, pour la construction, c'est surtout sur le parement qu'il y a des blocs reconstitués de façon très très fine. Oui. Le parement, c'est quoi? Alors le parement, ce sont les blocs qui sont sur la partie visible, si vous voulez. D'accord. Et c'est un parement en genre de calcaire blanc, brillant, et on dit que ça vient des carrières de Toura qui sont l'autre côté du Nil, près du Caire, mais on ne voit pas pourquoi il serait allé chercher de la pierre si loin, à partir du moment où on peut la reconstituer avec des matériaux sur place. Il y a une chose qui est d'ailleurs très très importante à savoir, c'est que si on prend par exemple la pyramide de Képhren, qui est à côté de celle de Khéops, on a, avec des géologues égyptiens et français, analysé les pierres qui sont les pierres du décaissement. C'est-à-dire, on a regardé la falaise décaissée et on a regardé ces pierres et il se trouve que c'est la même roche, évidemment, que le rocher taillé à côté. Ça, c'est évidemment, c'est clair. Et il se trouve qu'ils ont utilisé des blocs venant de ce décaissement dans la construction. Oui. Et je vous dis, en intercalant du moulé. Voilà. Et pourquoi ils n'auraient pas continué à creuser vers l'ouest, puisque la colline, elle est là? Et pourquoi serait-il allé chercher des matériaux à 60 mètres plus bas dans la vallée? Parce que le canal de Memphis, il est loin en bas, à 60 mètres plus bas. Et pour monter de là jusqu'au sommet de la pyramide, c'est carrément 200 mètres qu'il faut tout d'un coup. Alors que les matériaux étaient là sur place. Donc ça veut bien dire qu'il y a un problème. Et que s'ils n'ont pas utilisé ces matériaux qui étaient à côté, c'est qu'ils n'en avaient pas besoin. Oui, tout ça est très logique finalement. Ben oui, pourquoi il y a une théorie qui raconte que ça aurait été construit par au moyen d'une rampe qui serait allée, qui aurait pris pied au niveau du canal de Memphis, mais cette rampe, il aurait fallu qu'elle fasse environ 3 km de long pour être dans les règles de l'art, et son volume aurait été bien plus important que
que la pyramide elle-même. Donc c'est aberrant. Je crois que les égyptologues s'accordent à dire que cette hypothèse tient plus trop la route, finalement. Oui, il en reste une autre, c'est la rampe hélicoïdale, mais qui fait le tour de la pyramide pour pouvoir monter les blocs au fur et à mesure. Le volume, si vous voulez faire quelque chose dans les règles de l'art, c'est pareil. Le volume serait très très important, et on n'en trouve aucune trace de toute façon. Et d'autre part, c'est impossible. On ne peut pas construire un monument comme une pyramide sans regarder les angles en permanence, sans vérifier les angles. Or, si vous mettez une rampe autour, je vois pas comment vous pouvez vérifier les angles. C'est impossible à réaliser techniquement. Oui, c'est vrai, oui, complètement. C'est quelque chose d'assez étonnant. Dites-moi, Joël Berthaud, vous m'avez parlé lorsqu'on a discuté ensemble pour préparer cette interview d'un projet que vous aviez pour essayer d'étayer votre hypothèse avec un ballon, c'est ça? Oui, mais non, ça a été refusé. Ça, c'est une proposition que nous avions faite, en Égypte, mais les autorités militaires n'en ont pas voulu parce que, paraît-il, ça peut être dangereux. Les situations actuelles aussi, il faut dire, ne sont pas terribles. Mais on va essayer de trouver d'autres idées. C'est-à-dire cette idée permettait de travailler sur toute la hauteur de la pyramide. Quand on voit par exemple Képhren, on a encore une grande partie du parement sur le sommet et ça permettait de regarder ça de près sans risquer d'abîmer et sans que ce soit dangereux. Oui, c'est-à-dire une sorte de montgolfière qui permettait d'aller voir. Une montgolfière mais captive, c'est-à-dire accrochée par des câbles pour la faire se rapprocher de la paroi. Et sans risque, Oui, tout à fait. Vous restez avec nous, Joël Berthaud. Une dernière pause et on se retrouve pour encore discuter ensemble. Je viens de recevoir un SMS dont je vais vous faire part tout à l'heure avec une hypothèse assez étonnante. J'en ai entendu parler en allant sur Internet. J'ai découvert ces 2 ou 3 sites qui parlaient de cela, qui parlent d'électricité, de centrales énergie. Est-ce que les pyramides étaient des centrales d'énergie, des centrales qui fabriquaient de l'électricité? C'est une hypothèse qu'on trouve sur Internet. Vous allez me dire ce que vous en pensez. À tout de suite. Mas que nada, Sergio Mendes sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Nous parlons du secret des pyramides avec vos SMS. Vous les envoyez, vous tapez Sud, ensuite un espace, votre réaction, votre question et ensuite vous envoyez le tout au 71 200. Vous pouvez également nous contacter par le téléphone 0826 300 300. Cyril est là pour attendre et relever vos messages. L'auteur du livre La pyramide reconstituée est en notre compagnie. C'est aux éditions Unique, UNIC, Unique. Joël Berthaud est avec nous. Joël Berthaud, je vous livre le SMS tel que je l'ai reçu, qui vient de nous arriver. Les pyramides pouvaient-elles servir de centrale énergétique et les extraterrestres peuvent-ils être impliqués dans leur construction? C'est vrai que j'ai vu 2-3 sites sur Internet faisant état de cette hypothèse d'électricité qu'auraient connue les Égyptiens. Écoutez... Ça laisse dubitatif. Oui. Si on veut réfléchir d'une façon scientifique, on doit tout regarder et rien exclure. Oui. C'est un peu l'erreur que font beaucoup d'égyptologues aujourd'hui en particulier. Si quelqu'un avance cette hypothèse, pourquoi pas. Maintenant, à mon avis, rien n'était ce genre de théorie. Mais on ne doit pas l'exclure, on doit regarder, pourquoi pas, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible. Maintenant, les extraterrestres, pour moi, je vous dis, la construction des pyramides, c'est facile à construire à partir du moment où on le fait avec des procédés de moulage. Et ça résout beaucoup de problèmes. Il faut regarder, si on veut justement avoir cet esprit scientifique, il faut regarder les connaissances actuelles. Et les connaissances actuelles, c'est quoi? C'est de savoir aujourd'hui que à cette époque-là, il n'y avait pas des milliers d'esclaves. Les gens étaient payés et il y avait très peu de gens qui travaillaient sur les chantiers. Par exemple, on a retrouvé le chantier des ouvriers qui travaillaient sur le plateau de Gizeh. Il y avait 600 personnes qui occupaient ce village. C'est très peu de gens, mais ça correspond à
à ce genre d'hypothèses, de moulage et de maçonnerie. Ces gens, c'était des spécialistes de la construction, mais ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, aux périodes de crue, des paysans ne venaient pas donner un coup de main pour porter les matériaux, pour les pluies. Comme disait Christian Jacques, c'était un honneur que de travailler à la construction de la pyramide, finalement. Tout à fait. Mais ces gens-là n'étaient pas des spécialistes, ni des moulages, ni des tailleurs de pierre. Ils étaient là en tant que porteurs de matériaux. Oui, ils faisaient les tâches difficiles, quoi. Les techniciens, c'était ceux qui supervisaient justement le chantier. Et encore une fois, il n'y avait pas d'esclaves qui ont travaillé sur les constructions des pyramides. Absolument pas. Justement, il y a un SMS qui va dans ce sens. Roger qui nous envoyait un SMS en disant il va falloir réécrire la Bible. Qu'ont fait les Hébreux si on dit qu'il n'y a plus d'esclaves qui ont travaillé aux pyramides? Je ne sais pas. En tout cas, il n'y avait pas d'esclaves. Ça, c'est un fait avéré, archéologiquement avéré. Il y a des textes qui le disent et on a même des textes qui nous racontent les premières grèves de l'histoire, parce que quand le roi ne payait pas, les gens n'allaient pas travailler comme aujourd'hui. Hein. C'est vrai, oui, tout à fait. Il y avait aussi des syndicats sur. Joël Berthaud, revenons. J'allais dire à des choses un peu plus sérieuses, non, parce que celles-ci le sont, évidemment. Revenons à votre étude concernant les hiéroglyphes, parce que vous êtes allé un peu plus loin quand même dans je dirais l'interprétation des hiéroglyphes. Expliquez-nous ça. Alors, ça, j'en en dirai qu'un petit peu, parce que je suis en train d'écrire un livre à ce sujet, et je voudrais quand même pas le dévoiler le contenu. Non, mais en revanche, on aura le plaisir de vous réinviter pour en parler. Si par exemple on revient sur, je vous ai dit tout à l'heure que tous les hiéroglyphes qui parlaient de construction montraient des gens qui travaillaient à main nue. Oui. Mais je vous ai parlé à l'instant du village des bâtisseurs du plateau de Gizeh. C'est quand même étonnant. Dans ce village, on trouve des fresques. Et ces fresques nous montrent des troupeaux de bovins qu'on amène à l'abattoir. Et ça correspond pas du tout aux connaissances qu'on a aujourd'hui. Il y a eu des études qui ont été faites sur les gens qui habitaient ce village, et ces gens-là mangeaient très peu de viande. Oui. Jusqu'à là, on avait pensé que ces bovins, ils servaient à nourrir les milliers de gens qui travaillaient sur les pyramides. Donc ça n'a pas de rapport. Qu'est-ce que ça veut dire? D'autre part, il y a plein de scènes de fabrication de pain toujours dans ce village. Mm-hmm. Mais, paradoxalement, il n'y a aucune scène qui parle de construction. C'est quand même bizarre pour des gens qui sont des travailleurs et qui travaillaient sur les pyramides. Ça, on le sait. Oui. Alors, il n'y a qu'une solution, c'est que soit on leur interdisait d'en parler, soit ils en parlaient, mais d'une façon cachée ou d'une façon personnelle. Mm-hmm. En tous les cas, il y a une chose intéressante à savoir, c'est que ces bovins et cette fabrication de pain, ça n'a rien à voir avec la nourriture. C'est symbolique, en fait. Ça va plus loin que ça. C'est-à-dire, ce sont des transpositions. Il faut savoir que le pain, ça se dit en égyptien ta, la pâte, ça se dit ta, mais la terre se dit ta aussi. Donc, les préparations à partir de terre, ou de gravats, ou de gravier, ou de sable, c'est assimilé. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'ils ont voulu le cacher, ou est-ce que tout simplement, jusqu'à là, on l'a pas compris, puisque c'est le même mot, c'est un homonyme, terre et pain. Mm-hmm. Est-ce que tout bêtement, justement, ça a été mal compris, parce que justement, on n'avait pas vu le fait que les Égyptiens savaient faire du reconstitué. Oui. Et pourtant, on le sait, puisque depuis les premières constructions en Égypte, on voit bien qu'ils utilisaient le plâtre. Dans la première pyramide de Saqqara, dont vous parlez, Christian Jacques tout à l'heure, la pyramide de Djoser, sous la pyramide, il y a des galeries, et il y a des genres de mosaïques de faïence bleues, et ces faïences, elles sont
incrustés dans du plâtre. Donc ils connaissaient bien les matériaux depuis très 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 longtemps, et ils savaient les reconstituer. Et de toute façon, les matériaux reconstitués, ça fait frémir un peu les gens. Il y a quand j'ai sorti cette théorie, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Pour fabriquer une pierre, il faut de la chaux, mais la chaux, on en fabrique à partir de 400 degrés jusqu'à 800 degrés. Mais les Égyptiens, ils fabriquaient de l'or, et l'or, pour le fondre, il faut avoir des températures de 1035 degrés. Pour le cuivre, c'est 1035 degrés aussi. Et pour la vitrification de la céramique, de la faïence, eh bien, c'est plus de 1000 degrés aussi. Et or, les mosaïques de faïence à Saqqara, elles sont vitrifiées. Oui. Mais alors dites-moi une hypothèse comme ça, juste que je vous livre en vous écoutant, Joël Berthaud. Est-ce que du fait que ces pyramides étaient quand même un lieu hautement religieux pour les Égyptiens, et le savoir était combiné, enfin ceux qui avaient la science, c'était des prêtres évidemment, et donc leurs écrits étaient symboliques pour dissimuler leur savoir qui n'était accessible qu'à une certaine caste, que ce soit des bâtisseurs ou des religieux. C'est peut-être pour ça qu'ils ont dissimulé leur savoir sous des écritures symboliques. Il y avait certainement un peu de ça. Aujourd'hui, quand on découvre quelque chose, on va déposer un brevet. En ce temps-là, ils ne tenaient sans doute pas à ce que tout... ils avaient une avance considérable sur les pays alentours, et ils tenaient à garder leur secret de fabrication dans certains domaines. Mais c'est certainement un peu plus complexe que ça. C'est pas vrai qu'ils cachaient tout, mais il y avait une façon de raconter les choses qui était un peu spéciale. C'est-à-dire que tout était relié dans leur monde. C'est-à-dire le ciel était relié à la terre, et tout fonctionnait dans une sorte d'osmose, et tout est raconté comme si c'était mélangé, en fait. Et si vous ne faites pas attention, eh bien, vous avez l'impression qu'ils sont en train de parler du ciel. Eh ben non, ils sont en train de parler d'autre chose. Et donc, si dans l'écriture on ne fait pas attention, effectivement, on est vite perdu. Merci en tout cas Joël Berthaud de nous avoir accompagnés durant 7 heures pour nous emmener avec vous comme ça sur les traces des bâtisseurs égyptiens qui n'ont pas fini de nous fasciner. Je rappelle le titre de votre livre, La pyramide reconstituée. C'est aux éditions Uniques, et vous avez un site internet également. Tout à fait. Qui est pyramide-reconstituée.com, hein? Voilà, pyramide-reconstituée. Voilà. Merci beaucoup Joël Berthaud. Mais je vous remercie aussi. Bonne soirée, bonne fin de soirée. Au revoir. Che Silorio Massarini, soutiene Redina Forso. Il est l'heure de se séparer. Les travailleurs d'Égypte arrêtent leur travail à minuit. Nous nous retrouverons demain pour ouvrir un autre dossier. Juste avant de vous parler du dossier de demain, avouez que ce serait fascinant quand même de retrouver la tombe de cet homme d'exception qui a apporté tant à l'Égypte qui nous fascine encore de nos jours. Cet homme s'appelle Imhotep. Christian Jacques nous en a parlé tout à l'heure. Cette tombe reste à découvrir. Et que dire de son livre, le livre d'Imhotep, où il a consigné tous ses secrets. Ce serait une découverte majeure pour l'humanité. Demain donc, nous nous retrouverons à partir de 22h pour ouvrir un dossier aussi fascinant que les secrets des pyramides. Nous parlerons d'un dossier d'actualité, l'évangile de Judas, qui vient d'être retrouvé et traduit. Alors évidemment, attendez-vous à des révélations tout à fait étonnantes. Autour de moi pour en parler, demain soir, les acteurs de cette affaire rocambolesque digne d'un scénario à la X-Files. D'abord, le président de la fondation Maecena pour l'art antique, une fondation suisse qui est basée à Bâle. C'est un avocat, Maître Roberti, qui a racheté l'évangile et qui l'a fait traduire, le tout quand même pour un coût de 3 millions de dollars.
Je recevrai également le rédacteur en chef du magazine National Geographic qui va paraître en version française la semaine prochaine, le 3 mai exactement, avec un dossier consacré à cet évangile de Judas qui nous en parlera. C'est le National Geographic qui a signé un accord de partenariat avec la fondation Maecenas et qui a fait faire des études de datation du manuscrit qui se révèle bien être un manuscrit du IIIe siècle après Jésus-Christ et qui serait la copie d'un manuscrit grec encore plus ancien. Lui, on en a entendu parler aux alentours de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, mais ça, je vous dirai tout ça en détail demain avec mes invités. Et enfin, je recevrai le romancier et éditorialiste Jacques Duquesne, qui a été entre autres cofondateur du magazine Le Point et qui a écrit plusieurs livres sur la vie de Jésus-Christ, notamment un livre qui s'intitule Jésus, qui est sorti aux éditions Flammarion, qui est absolument fascinant, basé sur des faits historiques. Il nous racontera la naissance de cette religion, le christianisme qui a donné le catholicisme par la suite, le protestantisme également et d'autres branches. Il nous racontera dans quelle situation politique Jésus est arrivé, ce qu'il a vécu, comment est-ce qu'il est mort et ensuite comment est-ce que les différents courants ont lutté pour exister et comment c'est celui de l'Église catholique qui a finalement prédominé. Nous parlerons du concile de Nicée qui a décidé que certains textes allaient devenir des textes officiels, des textes canons, et les autres, les textes apocryphes, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Judas et d'autres évangiles. Ce sera le thème donc de demain soir, 22h jusqu'à minuit. Je vous souhaite une excellente nuit. Rendez-vous demain.